Bonjour, bienvenue sur la dernière vidéo de présentation d'une faction pour Saga l'âge d'Alexandre. Ce coup-ci, sans surprise, ce seront les Indiens qui seront traités. La faction indienne est certainement la plus difficile à appréhender pour ce supplément Saga à cause de plusieurs choses. La première, c'est qu'ils ont une composition d'armée très particulière avec beaucoup de contraintes. On ne peut pas dépenser plus de la moitié de nos points dans une même classe de troupes. Les classes de troupes sont détaillées. Ce sont les éléphants, les gardes, les guerriers ou les levés. Donc on va au moins devoir choisir 2 de ces classes-là. Certainement plus dans des listes un peu optimisées ou variées. Mais ça, c'est déjà une première contrainte qu'il va falloir prendre en compte. Ça évite le spam. Je pense que c'est fait pour ça. Et donc ça, c'est une contrainte sur le nombre de points que l'on peut allouer. Ensuite de ça, il y a encore une contrainte. Cette fois-ci, c'est par rapport au nombre d'unités. On verra que c'est une faction qui bénéficie beaucoup de la règle résistance grâce aux éléphants et aux chars. Et donc, pas plus de la moitié de nos unités ne peuvent avoir la règle résistance. Ils excluent le seigneur, quelles que soient ses options d'équipement, de cette règle-là. Bon, évidemment, parce que le seigneur est en plus et qui bénéficie toujours de la règle résistance. Donc voilà, ça c'est déjà une première contrainte. Elle n'a pas l'air si importante, mais en fait, étant donné qu'on va vouloir beaucoup mettre d'unités avec résistance, il va falloir en tenir compte et voilà, c'est plutôt celle-là qui sera contraignante que l'autre. L'autre, bon, mais déjà, on ne pouvait pas allouer plus de la moitié de ces points pour les éléphants, qui sont communs à plusieurs factions. Ça, c'est une règle générique des éléphants, parce que c'est quand même fort. Et puis, elle se fait assez naturellement, parce qu'on ne veut pas forcément mettre uniquement la même unité dans une armée. Même si ça pourrait être tentant, sur certaines armées c'est tentant aussi. Bon là c'est justifié par le système de fonctionnement de l'armée indienne, mais je pense que ça sert aussi à un certain équilibre par rapport à certaines options d'équipement qui pourraient être trop fortes. Voilà ça, donc cette limitation, enfin, ces contraintes dans la sélection de l'armée, c'est une première difficulté pour l'appréhender. Ensuite, les capacités basiques sont assez différentes des autres. Je les détaillerai après en parlant du plateau avancé, enfin du plateau tout court, pardon. Mais on peut quand même noter qu'il existe une autre capacité saga, notre classe de capacité saga, si on peut dire. Ce sont les ordres tactiques. Ce seront des capacités où on va poser nos dés comme d'habitude, par contre on va les laisser et tant que nos dés seront posés sur ces capacités, leur effet restera en jeu, voilà, tant qu'on ne décide pas de les retirer pour les relancer d'une quelconque manière. Voilà, ça c'est déjà 2 particularités du plateau, enfin de la faction. Par contre, ça n'est pas fini des particularités. On va avoir des options de seigneur exclusives. Pour le choix du seigneur, donc on pourra le mettre soit à pied sans option d'équipement, ça c'est comme d'habitude. Par contre, on peut aussi le monter sur un éléphant ou sur un char lourd. Voilà, et ça c'est exclusif à cette faction. Le seigneur sur éléphant coûte 1 point, donc on peut payer pour son seigneur. D'habitude c'est surtout pour les unités légendaires, mais là c'est inclus dans le tableau classique. On peut recruter un raja sur éléphant, qui aura des caractéristiques exceptionnelles. Il y a une armure de 5 corps à corps et de 4 au tir, comme les éléphants. Il génère qu'un seul des sagas, c'est pas une unité légendaire non plus. Par contre, il aura une agressivité de 10 et de 3 à distance, parce qu'il est aussi équipé d'arcs composites. En plus de ça, pour se différencier des autres éléphants, il aura aussi une résistance 3. Voilà. Donc c'est une unité très intéressante, surtout chez les Indiens, parce que vous verrez que les éléphants sont parfaitement mis à l'honneur, ce qui est très bien.
Moi, c'est ce que j'attendais du plateau indien, donc sur ça, je suis ravi. Donc voilà, le fait que ce soit sur un éléphant, ça le fait compter comme un éléphant pour toutes les capacités avancées, etc. C'est un piéton, il a les contraintes de mouvement, il a toutes les règles des éléphants. Et en plus de ça, étant donné que c'est une unité prestigieuse, pour le compte des points de victoire, il comptera pour 2 héros. Donc c'est voilà, une unité composée de 2 héros. C'est quand même assez bon, particulièrement pour les points de survie à mon avis. Un peu moins pour les points de massacre si on le perd, mais ça vaut le coup. Donc une option exclusive, emblématique et très intéressante selon moi. La seconde option, c'est le Raja sur char lourd. Alors là, c'est encore une unité exclusive aux Indiens. Les Indiens auront les chars lourds indiens, les chars légers indiens. Voilà, ce seront leurs unités exclusives à eux. Les éléphants, c'est vrai que c'est un peu emblématique de cette faction, mais ils ne sont pas les seuls à utiliser les éléphants pour la guerre. Voilà, donc là, avec en option sur char lourd, ça fait un char lourd amélioré avec le seigneur dessus, comme on pouvait s'y attendre. Voilà. Par contre, le Raja, le seigneur perd la règle garde du corps en choisissant cette option-là. Voilà. Sinon, après, il fonctionne comme un char classique avec des caractéristiques améliorées. Au niveau des gardes maintenant, on va pouvoir choisir des gardes équipés d'armes lourdes. On peut également choisir des gardes à cheval. Par contre, on ne peut avoir qu'une seule unité et il faut choisir entre les armes lourdes et les chevaux. Voilà, c'est pas si grave que ça, parce que c'est pas forcément ce vers quoi je me serais tourné d'entrée de jeu. En tout cas, ça existe et ça fait des options supplémentaires. Et ensuite, la troisième unité de garde, là, qui est un peu plus personnelle aux Indiens, ce seront les chars lourds. Voilà, pour un point, on peut recruter 2 chars lourds qui compteront comme 2 gardes chacun, avec des caractéristiques assez fortes. Ils ont 5 d'armure, au corps à corps comme au tir. Les chars, on a déjà un petit peu parlé avec les chars à faux, mais ils ne peuvent pas du tout pénétrer dans les terrains accidentés ou dangereux. Voilà, c'est des terrains infranchissables pour eux. Ils ont une agressivité variable, les chars lourds, c'est-à-dire que quand ils sont attaquants, ils ont 6 d'agressivité, et quand ils sont défenseurs, ils ont 2. Voilà, c'est un petit peu mieux que des gardes classiques quand ils chargent, parce qu'il faut quand même compter qu'ils représentent 2 gardes, donc la base aurait été 4. Et un petit peu moins bien quand ils se font charger. Donc il faut vraiment charger pour que ça soit impactant avec un char lourd, quoi. On est 1,5 fois plus fort quand on charge et 2 fois moins fort quand on se fait charger. Bon, ça c'est sans tenir compte de la règle impact qui fait une touche automatique par char dans l'unité. Donc, ça fait qu'on arrive à être plus de 2 fois plus fort. Mais bon, ça nécessite d'avoir chargé, c'est ça qui est important. Les chars lourds ont la résistance 1 et la règle présence. Quand même, ça, c'est pas négligeable. Bon, après, ils sont considérés comme des cavaliers, ils ont la règle monture. Une autre option d'équipement, les éléphants. Eux, ils sont considérés comme des guerriers pour la plupart des règles. Même si on verra qu'ils s'activent différemment dans ce plateau-là. Dans les éléphants, qu'on a déjà vu dans quelques plateaux, c'est équipé d'arcs composites, 5 d'armure au corps à corps, 4 au tir, 5 d'agressivité au corps à corps, 2 au tir, avec toutes les règles qui vont bien, massif, piétinement, fou de douleur, tir, terreur animale. Voilà. Bon, on verra que c'est vraiment l'unité centrale, selon moi, du plateau indien. Ensuite, les autres options qu'on a pour les guerriers, on a soit une unité de cavalier, on a droit qu'à une seule unité de guerrier à cheval, ou des chars légers. Alors les chars légers, c'est pareil, c'est considéré comme des guerriers, 2 guerriers pour un char. Donc quand on prendra un point, on aura une unité de 4 chars légers qui ont la règle monture
et la règle résistance 1. Ils ont une armure de 3 au corps à corps, donc assez faible, et de 4 au tir, ce qui est pas mal. C'est l'inverse des cavaliers normaux. Et ensuite, en agressivité au corps à corps, ils ont 1, donc comme les guerriers. Par contre, ils ont 2 d'agressivité au tir, ce qui fait qu'une unité de 4 chars légers, ça génère 8 dés. Et c'est la meilleure unité de tir du jeu pour un point. Voilà, on en est là. Oui, on en est là en termes de nombre de dés, quoi. Ça n'a aucun bonus. On arrive juste avec une activation à générer 8 dés. En plus, avec un arc composite. Donc, après chaque mouvement, on va pouvoir effectuer ce genre de tir. On a beaucoup d'activations multiples chez les Indiens. Ça va pas être trop dur d'exploiter comme il faut les unités de chars légers. Puis, c'est des chars, donc ça va de soi que tous les décors. Les terrains dangereux ou difficiles, ils seront infranchissables pour eux. Pour finir avec les options d'équipement, on a les levées, 2 options différentes, soit équipement standard, ce qui fait de la masse plutôt bien protégée pour pas cher, soit avec arc, ce qui fait un très bon soutien à distance, qui ajoute encore des tirs au plateau, et à la faction, et qui s'active relativement facilement. Donc ça risque d'être une très très bonne option. Et en plus, on verra qu'on est quand même obligé d'en avoir rapport aux restrictions de recrutement. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé pour décrire les unités, mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'unités exclusives et originales chez les Indiens. Donc je vais essayer de résumer. Pour résumer, donc, le seigneur, il a plusieurs options qui sont toutes intéressantes et certaines exclusives. Voilà. Chacune des options a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est toujours le cas, Saga. On va voir ce que vous voulez. Mais rien n'est à jeter, je pense, chez le seigneur. Puis ensuite, on verra que même si on a certaines parties du tableau qui ne nous intéressent pas forcément tant que ça, on va quand même s'y intéresser ou se pencher dessus à cause des restrictions de recrutement des bandes indiennes. Par exemple, on va forcément se tourner vers de la levée, puisqu'il nous faut des unités sans résistance. On peut évidemment aussi se tourner vers des cavaliers ou des gardes avec armes lourdes, mais à mon avis, c'est plutôt la levée qui va prendre ce genre de rôle. Puis, vu que les éléphants et les guerriers sont dissociés, on peut quand même facilement se passer de garde au profit des éléphants. Bon, après, il faudra choisir certainement entre les éléphants et les chars lourds. Ça, c'est pareil, c'est au goût de chacun, même si je pense que l'éléphant, c'est la star de la faction. À présent, je vais passer sur le plateau. Le plateau, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire. En premier lieu, les capacités basiques. Donc là, on voit qu'elles sont complètement différentes de d'habitude. Pas de réserve d'activation, pas de bonus de combat, et seulement 2 activations basiques. Celle qui correspondrait au lever et celle qui correspondrait aux gardes. Voilà. On peut peut-être commencer par ces deux-là. Gaja, qui nous permet d'activer soit des gardes, soit des éléphants, soit un héros. C'est assez intéressant de voir que les éléphants dans le plateau indien, ils sont mis au même niveau que les gardes. Ça les rend bien plus simples à activer que dans d'autres plateaux. Surtout qu'on verra qu'on ne manque pas d'activation multiple chez les Indiens. Puis ensuite, pour l'autre, c'est activer n'importe quelle unité. Voilà. Ça nécessite un des peu communs ou un des rares. C'est ce qui est d'habitude utilisé pour les levées. Mais c'est quand même mieux que pour utiliser les levées, étant donné que là, on peut activer et les guerriers, et les levées, et les gardes. Enfin, on active n'importe quoi, c'est ce qui est écrit. Pas besoin que je répète tout, mais... Donc on a vachement de souplesse en mettant un dé là-dessus. C'est peut-être plus facile pour activer des gardes, etc. parce qu'on peut tout utiliser. Mais en mettant un dé là-dessus, même si c'est pour activer potentiellement un éléphant, parce qu'il y a quelque chose comme à le tourner, etc.,
on, on est toujours gagnant et on gagne en souplesse d'activation. Donc on dirait que c'est limitant ou restrictif, mais en fait pour moi c'est bien plus puissant que beaucoup de capacités d'activation basiques. Ensuite, les trois autres capacités basiques, si je puis dire, ou du moins qui se situent à cette place-là, ce seront les fameux ordres tactiques des Indiens. Les capacités où il faut laisser les dés dessus pour qu'elles continuent d'être actives. Ensuite, on peut les retirer au moment de constituer ces dés disponibles, enfin, ou du moins le nombre de dés générés pour les relancer, si on veut. Mais sinon, ils restent là et c'est très bien. Enfin, ça fait une particularité et puis je trouve que c'est fort. Le premier, donc, de gauche à droite, Varja, nécessite de laisser un dé peu commun et un dé rare. C'est pas si évident à avoir. Une fois qu'on l'a, on risque d'hésiter à les retirer. Il permet à nos unités de relancer un dé d'attaque et un dé de défense durant chaque tir et chaque corps à corps. Moi, je trouve ça extrêmement fort parce que vous allez avoir un sacré avantage dans beaucoup de combats grâce à ça. Et autant offensivement que défensivement, il y a absolument rien à dire. Si vous avez 2 dés en trop à laisser quelque part, ça ne sera jamais perdu ici. La seconde, elle est un peu différente quand même. Padma, qui nécessite un dé commun et un dé peu commun, le palmier et le bateau. Ça permet d'augmenter la portée de nos arcs et arcs composites de C, ce qui fait qu'on tirerait une distance de L plus C pour les arcs et de M plus C pour les arcs composites. C'est très très bien parce qu'on verra qu'en fait on a énormément de tirs à mon avis dans la faction. Évidemment on peut faire des compositions sans aucun tir, mais c'est pas forcément à l'optimisation quand on sait que les éléphants ont des arcs composites, les chars légers, on a nos levées avec arc, on a beaucoup de choses et ça peut servir. Après, entre celui-là et le premier que j'ai cité, je pense que le premier est quasiment tout le temps mieux. Mais bon, il a le mérite d'exister, il ne nécessite pas les mêmes dés. On peut potentiellement mettre des dés là-dessus si on n'a pas l'autre et puis les retirer. On peut cumuler, mais après ça fait 4 dés de gaspiller, enfin d'inutilisables et je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de se passer de 4 dés. Sauf peut-être tout à la fin quand on n'en génère presque plus. Le dernier ordre tactique, c'est View As, qui nécessite un dé commun seulement, et qui fait que tant qu'on a un dé placé là-dessus, on peut relancer jusqu'à 3 de nos dégâts inactifs à chaque phase d'ordre. Alors ça c'est très très bien, ça coûte qu'un dé, on l'aura très souvent ce dé. On n'a pas de réserve d'activation, donc on est censé jouer avec notre premier lancer, pas générer de dés supplémentaires, etc. Celui-là, quel que soit notre lancer, s'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas forcément content, on peut relancer et ça peut être utile. Donc c'est super et bon, c'est à la place de la réserve d'activation, c'est pour ça que j'ai tendance à le comparer. C'est pas pareil, mais ça nous offre quand même un certain choix dans les dés, si je puis dire. De toute façon, si vous avez une paire de dés dont vous ne pouvez rien faire, enfin, parce que vous voulez, ça coûte rien d'aller relancer. Au pire, vous faites pareil. Et puis vous les mettez. Si vous faites mieux, ça a été gagné. Donc pour un dé là, à mon avis, c'est toujours bon. Donc déjà, là, on a un premier choix à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse des dés ou pas sur ses capacités tactiques. J'ai tendance à dire que oui. J'ai tendance à dire qu'on peut en laisser jusqu'à 3 et ensuite jouer avec 5 dés. Au cours de la partie, de toute façon, étant donné qu'on est censé perdre des troupes, on va générer moins de dés et on aura donc une réserve de dés qu'on pourra facilement laisser là pour jouer avec les autres. Donc ces capacités-là vont nous permettre déjà d'être plus forts
durant toute la partie, mais surtout de rester plutôt fort en fin de partie et de ne pas s'essouffler comme certains autres plateaux pourraient le faire. Quand ils génèrent plus beaucoup de dés, ils se contentent des activations et puis voilà. Là, nous, on pourra se contenter des activations tout en conservant quelques bonus intéressants. Donc, ce sont des bonnes choses. Il va falloir juste prendre en main le fait de savoir ce qu'on peut laisser à quel moment, mais c'est pas non plus extrêmement dur. Il faudra jouer sans réserve d'activation, mais bon, ça se fait aussi. Donc, des bonnes capacités, voilà. C'est fort l'Indien quand même, hein, à premier abord. Les capacités avancées, la première, ce sera Patti, qui nécessite 2 dés communs, 2 fois le palmier, une capacité d'activation multiple qui nous permet d'activer soit pour un mouvement, soit pour un tir jusqu'à 3 unités. Il y a une contrainte par contre, c'est que chacune de ces unités doit être d'une classe de troupes différente. On sait que les classes de troupes chez les Indiens, ce sera donc garde, guerrier, levé ou éléphant. Ce qui inclut toutes les troupes, sauf le seigneur, sauf s'il est monté sur un éléphant, auquel cas il peut faire partie de cette activation-là. C'est une des très bonnes raisons de prendre un seigneur monté sur éléphant. Voilà. Bon, il n'y a absolument rien à dire. Et ce genre de capacité qui est très forte, ça va vous inciter à jouer plusieurs classes de troupes et pas tout mettre sur l'un. Même si les contraintes de recrutement de la bande vous l'imposent, vous aurez peut-être pu vous contenter de 2. Par exemple, lever éléphant au hasard. Et là, ça va quand même vous inciter à jouer au moins une 3e catégorie pour maximiser ce genre de capacité. La seconde capacité, changement de plan qui nécessite un dé commun. Alors c'est assez bizarre, ou alors je ne l'ai pas compris, mais ça nous permet à la phase d'ordre adverse de lancer 4 dés saga disponibles et de les placer sur des capacités tactiques uniquement. Si on ne peut pas les placer sur des capacités tactiques, on les remet dans le pool de dés disponibles et voilà, ça ne servi à rien. Donc c'est particulier parce que ça va nous coûter un dé, on ne va pas l'utiliser pendant notre phase. Potentiellement, on a récupéré des autres dés, mais j'ai beaucoup de mal. Vraiment, ça doit être une utilisation toutes les 10 parties, à mon avis, ce truc. Bon. Ou alors, c'est que je comprends pas bien. Ça serait bien si quelqu'un peut me l'expliquer, si je le comprends pas. Mais je suis pas convaincu, quoi. Bon, après, comme je dis, même des capacités qui s'utilisent une fois de temps en temps, c'est pas si mal qu'elles soient là non plus, parce que elles s'utilisent quand même. Voilà, tu peux pas avoir tout qui est 100% puissant dans le plateau. Et le plateau, il dispose quand même de beaucoup de capacités puissantes et utiles. En parlant de capacités puissantes, la 3e capacité avancée, choc, qui nécessite un dé rare, l'éléphant, une capacité de corps à corps qui double le nombre de touches automatiques que l'on inflige. Donc, il faut déjà que l'on inflige des touches automatiques. Ça nécessite d'avoir soit des éléphants, soit des chars lourds. Voilà. Qui font respectivement 2 touches automatiques pour l'éléphant, 4 si jamais l'adversaire serre les rangs. C'est pour ça que voilà, un éléphant qui fonce dans des ennemis qui serrent les rangs, ce sera lui qui bénéficiera au maximum de cette capacité, étant donné qu'il va faire 8 touches automatiques. En fait, ça empêche totalement votre adversaire de serrer les rangs. Même si 2 touches automatiques supplémentaires, c'est très bien. Même pour un des rares, c'est très bien. Et puis pour le fait d'empêcher votre adversaire de faire certaines choses. Les chars lourds, par contre,
Oh, ben, c'est une touche auto par char lourd. C'est bien, ça double, donc même efficacité qu'avec les éléphants. À moins que vous fassiez des unités de char lourd énormes. Mais bon, ça après, je sais pas comment vous le manœuvrez sur la table. En tout cas, c'est une très bonne capacité qui améliore les éléphants principalement, je trouve. La quatrième capacité avancée, aucune échappatoire qui nécessite un dé commun, une capacité d'activation. Activation pour une unité équipée soit d'arc composite. Elle nous permet, en fait, c'est une sorte de double activation. Si l'unité est équipée d'arc, c'est-à-dire non levé, on les active et puis ensuite on peut les faire tirer sans fatigue supplémentaire. Donc voilà, pour un dé commun. Alors qu'on avait vu que les levées avaient un peu plus de mal que ça à s'activer. Ben là, elle s'active, elle bouge, elle tire. C'est super fort. Et pour les arcs composites, c'est pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que on, on les déplace. Étant donné qu'on les a déplacés, on peut les faire tirer. Et le prochain mouvement que l'on fera ne génère pas de fatigue. Donc en fait, on va pouvoir se déplacer, tirer, repartir, se mettre hors de portée de charge, etc. Avec nos chars légers, voire nos éléphants. C'est plutôt bon, quoi. Puis c'est qu'un des communs, quoi. Alors, y a pas photo. Enfin, ça, c'est vraiment de la... C'est pas une activation multiple, mais on pourrait le qualifier comme tel. Moi, j'appellerais ça une espèce de double activation. Cinquième capacité avancée, protection renforcée, une capacité de corps à corps uniquement pour les éléphants. Elle nous permet, après avoir lancé nos dés de défense, d'annuler autant de pertes que notre valeur de résistance. Bon, les éléphants, c'est résistance 2. Ça fait 2 pertes annulées, c'est super fort. Si on utilise le dé rare, on augmente notre résistance de 1, ce qui fait qu'on annulera 3 pertes, et en plus, pour une seule fatigue, on annulera 3 autres pertes. Autant dire que l'éléphant est intuable avec ça. Si vous avez un Raja sur éléphant, c'est encore pire, puisque lui, il part directement avec résistance 3. Donc, il a le même effet que si vous avez utilisé un des rares. Si vous utilisez un des rares, ben, il peut vous charger avec 12 gardes et il vous tombera pas. c'est même trop fort. Enfin, c'est ahurissant, quoi. Vous pouvez gâcher totalement avec un dé peu commun. Le gars peut dépasser son plateau en dé, hein, il tombera pas votre éléphant. La sixième capacité, grande stature, qui s'active avec n'importe quel dé. Une réaction à un tir uniquement sur les chars lourds ou les éléphants. Et là, chaque jet de défense réussi annulera 2 touches. Donc c'est très bien. Encore quelque chose qui bénéficie aux éléphants. On voit, hein, je l'ai dit quelques fois, mais que c'est eux les stars du plateau et de la faction. Là, les chars lourds peuvent en bénéficier. Mais dans beaucoup de cas, ils ne tiennent pas la comparaison aux éléphants, enfin, selon moi. Si on utilise un des rares, on annule automatiquement 2 touches additionnelles. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il soit hyper nécessaire, parce que dès qu'on se défend contre le tir, bon, on est censé annuler une touche sur 2. Grâce au bonus, en fait, on est censé annuler complètement un tir adverse. Donc bon, même sans le rare il est un peu surjoué, mais ça peut nous assurer voilà, de la statistique. Si la statistique est contre nous, ben là, c'est assuré, mais bon, c'est pas forcément nécessaire de le mettre là. En tout cas, une protection contre le tir pour nos amis pachydermes. Septième capacité avancée, la terre tremble, qui nécessite 2 dés. Un dé commun et un dé peu commun. Une capacité d'activation. On active une unité pour une charge qui ne provoque pas de fatigue. Donc il faudrait déjà s'être déplacé, etc. Pour charger ensuite. On ne peut cibler que les piétons. Alors on pourrait trouver ça assez nul.
Mais il ne faut pas oublier que les éléphants sont considérés comme des piétons pour la plupart des capacités et des effets. Ce qui fait que c'est encore une capacité qui peut bénéficier à nos éléphants. Alors, c'est vrai qu'aux éléphants, ça leur permet de faire juste une charge à C en général, puisqu'on aurait besoin de ça. Mais vu qu'elle ne génère pas de fatigue, ça peut nous permettre justement de recharger une unité contre laquelle on vient de se battre pour l'achever ou ce genre de choses. Et c'est pas mal. Bon, après, ça coûte 2 dés. Moi, je trouve que c'est un peu cher. Mais bon, on peut considérer que c'est 1 dé pour l'activation, 1 dé pour l'annulation de la fatigue. Donc, au final, c'est logique, mais pas sûr qu'on ait assez de dés pour faire ce genre de choses quand même. La capacité suivante, Mandala, une capacité de corps à corps qui nécessite un dé peu commun. Elle nécessite aussi que l'on sélectionne une unité amie AC de l'unité qui est engagée au corps à corps. En fonction de l'unité qu'on va sélectionner, on aura un bonus différent. Si c'est une unité d'une classe différente de celle qui se bat, alors on pourra relancer 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Si c'est une unité de la même classe, voilà les classes des Indiens, garde, guerrier, éléphant ou levé, on pourra relancer 4 dés de défense. C'est correct, mais on a tellement mieux comme protection renforcée, par exemple, ou certaines choses comme ça. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est pas limité aux éléphants. Alors, ça a sa place. Ça peut servir. C'est moins puissant, mais ça s'applique à tout le monde. Donc, c'est bien que ce soit là, à mon avis. L'avant-dernière capacité, Danu d'acier. Une capacité de tir qui nécessite un dé peu commun et qui va dépendre de l'armure adverse. Donc si elle est égale à 5 ou supérieure, on pourra relancer tous nos dés d'attaque qui n'ont pas touché. Si elle est inférieure à 5, on pourra relancer la moitié des dés qui n'ont pas touché. C'est très bien parce qu'on a énormément de tirs. Bon là particulièrement avec les chars légers. On pourrait avoir du mal à passer les gardes adverses avec le tir, étant donné qu'ils ont des grosses armures, mais grâce à ça, c'est destructeur contre les gardes. Vraiment, c'est super fort. Et contre le reste, ça sert aussi, parce que de toute façon, on n'a pas d'amélioration de tir à part celle-là. Et vu qu'on va beaucoup tirer, c'est vraiment bon, quoi. Même nos levées vont faire des gros trous, quoi, je pense. La dernière capacité, la dynastie des rages. Une capacité de corps à corps qui peut affecter toutes les unités avec résistance, donc du seigneur aux éléphants en passant par les chars. Après le corps à corps, on peut retirer une fatigue à notre unité. Voilà. Pour un dé commun. Pour un dé rare, on peut en retirer 2. C'est démentiel. Vous cumulez ça avec protection renforcée et vous massacrez l'adversaire avec vos éléphants, ou encore pire avec votre raja sur éléphant, sans aucune contrepartie. C'est démentiel. Enfin, ouais, c'est... je sais pas, mais j'ai l'impression que le plateau indien est très très fort. Pour essayer de synthétiser ma pensée sur le plateau indien, moi, bon, ça je l'ai dit quelques fois déjà, je pense que c'est les éléphants qui sont vraiment mis à l'honneur, même qui sont très très forts, peut-être un peu trop forts. Bon, alors je peux pas trop me plaindre parce que j'attendais vraiment que les éléphants soient au centre du plateau et de la faction en général. Là, je suis ravi. Le fait qu'il y ait un seigneur sur éléphant, là, c'est super. Je pense que ça va être très fort, l'Indien. On a énormément de capacités défensives. On a beaucoup de tirs, en fait. Ça se voit pas forcément, mais nos levées, on va certainement les prendre avec arc. Les éléphants ont des tirs. Les chars légers sont destructeurs. Ils envoient énormément de tirs. Ils ont une énorme mobilité. Donc je pense qu'on va en voir. Bon, le perdant dans toutes ces histoires, je pense que c'est le char lourd.
parce qu'il va rentrer en concurrence directe à chaque fois avec l'éléphant, puisque lui, il n'a pas d'attaque à distance. Et il perd sur quasiment tous les tableaux, quoi. Il fait moins de touches automatiques. Il, il a une mobilité, certes, supérieure en distance, mais assez limitée par les éléments de terrain, là où l'éléphant, non. Donc, c'est pas forcément à son avantage. Puis le plateau, il est bien plus pour les éléphants que pour lui. Et après, ben, si, il y a aussi toutes les petites unités cavaliers, armes lourdes, etc., qui représentent pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, voilà, très défensif. Les dégâts, vous allez les faire quoi qu'il arrive avec les éléphants, de toute façon. Et avec l'énorme quantité de tirs, donc ça fait que vous avez une souplesse énorme. Vous pouvez vous adapter à beaucoup d'adversaires. Euh, que ce soit au corps à corps ou au tir. Vous ne serez jamais pris au dépourvu. Et toutes ces capacités tactiques, les activations, etc. Je pense pas que ça soit trop dur à prendre en main. C'est différent, mais c'est fort et pas si contraignant que ça. Donc un très gros plateau à mon avis, l'éléphant, avec des capacités qui sont même à la limite du dessin, quoi. Comme la protection renforcée, la dynastie des rages, bon, c'est c'est quand même fort. Donc voilà, ça promet. Heureusement que c'est dur de trouver des figurines, sinon on en verrait beaucoup chez les sales compétiteurs. Voilà. Pour les unités légendaires, il y en a deux. Le premier, c'est Porus, seigneur sur éléphant, qui va coûter 2 points. C'est un super seigneur sur éléphant, en fait. Il va générer un dé saga supplémentaire, avoir une agressivité améliorée. Il a un petit barreau d'honneur, dans le sens où il peut survivre la première fois qu'il se fait tuer. Et des capacités de combat, dans le sens où son armure ne peut pas être réduite en dessous de 4, ce qui est plutôt bien. Et, et qui ne subit pas les effets de l'épuisement, ce qui est assez compliqué à gérer, étant donné qu'on ne veut pas en arriver là avec les éléphants, et encore moins avec une unité légendaire de Stakabi. Donc voilà, il est limite, quoi. Un super seigneur sur éléphant qui n'a pas forcément beaucoup plus d'intérêt que le premier. Bon, après, si vous en voulez un, déjà que le seigneur sur éléphant est fort, là, celui-là, tous vos dés vont passer dans des capacités pour l'aider et il va ravager l'armée adverse presque tout seul, s'il y arrive en tout cas. Donc bon, il est là, il est pas... Voilà, c'est bien. Ce genre de personnage légendaire, moi j'aime bien. Le second seigneur légendaire, c'est Chandragupta Maurya, le premier empereur indien. Alors c'est un seigneur sur char lourd qui a les mêmes caractéristiques en termes d'agressivité et d'armure. Bon, il génère 2 dés saga. Et en plus de ça, par contre, il a résistance 2, ce qui le rend beaucoup plus intéressant que les seigneurs sur char lourd classiques. Les unités de sa bande vont gagner des dés d'attaque si l'adversaire serre les rangs, ce qui est très fort. Il va lancer les dés aussi pour infliger des fatigues à chacun de ses tours, ce qui est très fort aussi en fait. Vous allez un coup sur deux infliger une fatigue à une unité ennemie. Bon, j'exagère en disant très fort, mais en tout cas c'est plutôt bien. Ça va faire mais statistiquement 3 fatigues par partie à l'ennemi, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et puis ensuite, il peut, lorsqu'on utilise des capacités avancées sur lui, qui sont propres à ce genre
de figurines, sauf protection renforcée, qui normalement n'affecte que les éléphants. Là, c'est écrit protection renforcée, je pense que c'est une erreur. Euh, Soit dans le plateau, soit dans la description de l'unité légendaire. Je pense que c'est plutôt dans la description de l'unité légendaire. Mais en tout cas, c'est considéré comme des dés rares, ce qui magnifie énormément le, le dé employé et qui fait que Chandragupta est une véritable brute. Je pense même que finalement, grâce à cette capacité qui fait que vous avez beaucoup plus de dés rares sur vos capacités, euh, bon, enfin, sur deux capacités surtout, donc grande stature et dynastie des rages, eh ben, il est véritablement aussi puissant que Porus et en plus de ça, ben, lui, il apporte d'autres bonus qui sont plus structurants sur le plateau, tout en coûtant un point de moins quand même. Donc lui, il est très fort, je pense. Très très fort. Ouais. À la limite de l'acceptable. Et comme quelques-uns dans ce supplément. Voilà. Il... Pas mal. Enfin, je sais pas quoi dire sur ces gars-là. Ouais, ça déséquilibre à la limite. Enfin, en tout cas, il est là. Et c'est comme ça. Ce qu'on peut dire en bref sur la faction, euh, c'est que bah, c'est super chouette de pouvoir faire des armées d'éléphants. On a beaucoup de troupes originales, les chars. On va se retrouver avec énormément de tirs. On va se retrouver avec des seigneurs très puissants qui vont faire des choses. Ça, c'est bien. Et ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Enfin, je veux dire, dans ce supplément, on n'a pas forcément des seigneurs très puissants qui font tout comparé à certains autres suppléments. Chez eux, c'est le cas. On a énormément de défense. C'est très très compliqué d'abattre vos éléphants. Et on a des capacités d'activation très bonnes, assez faciles de s'activer. Des bonus, comment dire, permanents grâce aux tactiques qui apportent aussi l'identité à la faction. Et voilà. Bon, dans les points négatifs, on peut mettre toutes ces restrictions pour constituer son armée qui sont pas forcément intuitives au premier abord. Mais bon, après, une fois qu'on y est, on l'a fait sa liste quand même, et c'est pas non plus si difficile que ça. Donc voilà, un avis très très positif sur la faction des Indiens, peut-être même un peu trop positif parce que je je les vois bien au-dessus de la mêlée quand même. Euh, ouais, comme ça là, à la lecture, je les vois quand même bien au-dessus de la mêlée. Je vais maintenant proposer quelques listes pour essayer de, comment dire, structurer une base pour les armées indiennes. Je pense que c'est nécessaire parce que sinon on peut facilement se perdre avec cette faction-là. Voilà. Je sais que je ne l'ai pas fait par exemple pour les Perses ou les successeurs d'un supplément. Parce que bah, les Perses, je trouve que tu peux pas vraiment te tromper quand tu fais une armée. Et tant que tu suis une ligne directrice assez basique. Puis les successeurs, le problème c'est que si j'en faisais une, il me fallait en faire 20 des listes, étant donné que tous les choix différents et valables qui s'offrent à nous. Alors que chez les Indiens, c'est différent et je pense que c'est utile de poser une base concrète. Alors la première, une liste où on ne scinde pas les unités de levée. Donc je mettrai 3 unités de levée, au moins 2 avec arc, et peut-être une en équipement standard, mais sinon 3 avec arc, c'est pas gênant à mon avis. Ensuite, 2 chars légers, 2 unités de 4 chars légers, et un éléphant. Alors l'éléphant, vous avez le choix, soit vous mettez le seigneur dessus, soit vous mettez un éléphant en plus, et le seigneur, vous le mettez à pied pour qu'il donne des ordres au lever, par exemple. Donc voilà, ça à mon avis, c'est une base simple et efficace, entre guillemets.
Si vous aimez pas les chars, vous pouvez toujours prendre 3 levées, voilà, soit 3 arcs, soit 2 arcs, un standard. Et puis vous mettez 3 éléphants avec, et voilà. Les éléphants, ils sont magnifiques dans ce plateau, ils sont super forts, ils sont polyvalents, donc y a pas de... y a rien à dire, quoi. Juste vous bénéficierez moins de la capacité Pathy, par exemple. Et bon, ça reste fort. Et là, c'est toujours pareil. Soit vous mettez 3 éléphants, soit 2 éléphants et un rage. Un raja sur éléphant. C'est vous qui voyez. Mais on va dire que ces deux-là, avec les groupes de 12 figurines dans les 3 levées, c'est des bases simples et, et pas mal pour débuter. Ensuite, on va passer une liste, j'allais dire un peu plus tordue, mais en fait, c'est parce que c'est vraiment pas intuitif pour moi de diviser mes unités de levée. Mais là, on est bien obligé à cause des restrictions quant au nombre d'unités avec résistance. Donc, je prendrai 2 points de levée que je répartirai en 3 unités de 8. Voilà, ce qui fait qu'on a 3 unités sans résistance. Et à côté de ça, je prendrai un rage sur éléphant. Et puis, au choix, soit 2 éléphants supplémentaires plus une unité de char léger, soit 2 unités de char léger et un éléphant supplémentaire. Là, ça fait quand même du monde. Ça fait qu'on va se retrouver par exemple avec notre rage sur éléphant, euh, plus 2 unités de char léger qui vont harceler comme il faut l'adversaire, hein. Nos 3 unités de levée composées de 8 figurines quand même, ce qui fait qu'on conserve assez bien notre dé saga. Il faut au moins qu'on s'en fasse tuer 3. Bon, ça arrive, hein, mais c'est pas super grave. Et ensuite, le l'éléphant supplémentaire avec aussi le rageoir sur éléphant quoi, qui pistache. Donc voilà. Là, à mon avis, pour moi, juste à la lecture, hein, j'ai pas d'expérience ni rien, mais on s'approche de ce qui peut se faire de mieux en indien. Voilà. Fait, pour moi, et comme ça, sans avoir joué les Indiens, hein, ni avec ni contre. Ça, c'était les listes voilà, que je me suis amusé à faire et qui, je pense, sont pertinentes. Évidemment, on peut toujours jongler entre les éléphants et les chars légers. On peut toujours remplacer des éléphants par des chars lourds. Ça sera suivant les affinités. Mais c'est vrai que c'est dommage, hein, mais j'ai pas trop trouvé l'intérêt du char lourd comparé aux éléphants, quoi. Après, j'adore le Raja sur éléphant. Donc c'est vrai que j'ai tendance à commencer la liste par ça. C'est peut-être biaisé comme raisonnement. Le Raja sur char lourd, par contre, j'ai bien plus de mal. Voilà. Et puis j'ai complètement exclu aussi les cavaliers, enfin, guerriers ou gardes à cheval, gardes avec armes lourdes, tout ce genre de trucs. Je suis pas sûr que ça soit hyper pertinent quoi, chez les Indiens, surtout quand on voit ce que font les chars légers à côté. Quoi. Les chars légers, c'est démentiel, avec le nombre de dés qu'ils lancent au tir. Après, vous en cognez de faire charger, quoi. Vous avez résistance. Euh, ça se passe pas si mal. Et puis, avec les capacités de mouvement, etc., vous avez beaucoup de chances de vous en sortir. Donc, voilà pour ma conclusion sur les listes et la faction indienne. Voilà. Tout en pensant quand même que elle est au-dessus du lot, même si elle est difficile à lire, entre guillemets. Voilà. Une fois qu'on a lu, qu'on a bien compris comment ça marchait, pas en jeu, hein, mais la composition, etc., je pense que elle est au-dessus du panier en termes de puissance, de ses capacités puissantes, etc.
D'ailleurs, on l'a vu, mis à part changement de plan, il n'y a rien à jeter dans le plateau, hein. Rien du tout. Alors qu'on a d'autres plateaux où on se retrouve facilement avec trois capacités assez mauvaises ou hyper circonstancielles, euh, voire 4, 5, ou certaines qui vont dépendre des options d'équipement. Bon, là, c'est sûr que ça dépend des options d'équipement, hein. Si vous jouez pas d'éléphant, le plateau, il va de suite prendre une énorme boîte. Mais bon, si vous voulez pas jouer des éléphants, c'est un peu dommage de jouer indien, quoi. En tout cas, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo, et peut-être aussi les autres, hein, puisque c'est la dernière de faction pour Alexandre que j'enregistre. Et puis à la prochaine pour continuer ça. Au revoir.